Alors Marie-Caroline, on est très heureuse de pouvoir faire ce Q&A avec toi, cette deuxième partie, très complémentaire à la première. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ton hygiène de vie ? Alors c'est une très vague question. Alors peut-être la première chose, c'est déjà dans mon rapport à l'alimentation qui a énormément changé par rapport à avant la naturopathie. D'abord, avant la naturopathie, j'arrivais pas à prendre du poids. J'avais tout le temps mal au ventre, j'avais tout le temps mal à la tête. Et je mangeais beaucoup, sans prendre de poids, mais beaucoup. Et j'avais très faim alors que j'étais un tout petit gabarit. Aujourd'hui, j'ai réussi à gérer à la fois toutes mes douleurs intestinales, parce que c'était vraiment, ça m'a suivi, je sais pas, depuis que j'ai eu ma première maladie auto-immune à 6 ans, donc avec 2 mois d'hospitalisation. Enfin, c'est vraiment, mon intestin était très délétère. J'ai une histoire de vie au niveau de l'intestin qui est quand même lourde, avec une rectocolite hémorragique. Donc il y a eu des choses quand même assez difficiles. Et aujourd'hui, mon hygiène de vie alimentaire fait que j'ai réussi à réguler toutes mes douleurs intestinales. J'ai plus jamais mal à la tête, alors que ça a été toute ma vie, en fait. Jusqu'à la naturopathie, ça a été les douleurs de ventre et les maux de tête. Donc aujourd'hui, mon hygiène alimentaire et ce que j'ai mis en place font que je me sens libérée au niveau de l'intestin et du coup, globalement, au niveau de mon énergie, de ma capacité à avoir un poids qui est un poids santé, parce que c'est pas bon d'avoir trop de poids, mais c'est pas bon non plus d'en avoir pas assez. C'est le signe qu'on assimile mal. Et donc, j'ai récupéré cette capacité et cet équilibre. Et ça a demandé, effectivement, de remettre des crudités dans mon alimentation, de diminuer très fortement, voire d'exclure le gluten pendant un certain temps de ma vie. Pendant au moins 2 ans, j'ai mangé ni gluten ni produits laitiers, mais c'est ce qui m'a permis de calmer mon intestin et de le rétablir. Alors, je dis pas que c'est la solution de tout le monde, ça a été la mienne. Encore une fois, il faut se faire guider et je me suis fait accompagner. Mais il y a vraiment des choses que j'ai compris dans ce que mon corps était capable de digérer et ce qu'il n'était pas capable de digérer. Et dans quel contexte je devais manger. C'est-à-dire de ne pas manger quand j'ai pas faim et de m'autoriser de manger beaucoup quand j'ai très faim et de m'autoriser à manger 2 ou 3 bananes quand c'est les bananes qui me font envie et de manger peut-être des choses très différentes, de manger du poulet pendant plusieurs jours d'affilée quand je sens que c'est ça dont j'ai besoin. C'est de retrouver ces sensations au niveau alimentaire, de se reconnecter à la capacité d'entendre nos besoins et de les respecter. Et quand on se reconnecte à ça, eh bien, on se rend compte à quel point on peut laisser parler l'intuition. Mais ça, c'est possible après un long chemin. C'est-à-dire, moi, ce qui me parle, c'est le chocolat. Bon, ça, c'est pas dire que du coup, il faut manger plein de chocolat. Quoique, pour certains, ça peut être un signe aussi. Un signe de manque de magnésium, par exemple, ou besoin d'un peu d'excitant parce qu'ils sont trop fatigués et qu'ils ne respectent pas leur sommeil. Donc, on va dire que mon hygiène de vie aujourd'hui, par rapport à l'alimentation en tout cas, c'est d'avoir compris des choses, d'avoir compris comment je fonctionne et de me respecter dans mon rapport à l'alimentation. C'est de manger les choses dont j'ai envie, au moment où j'en ai envie, mais de façon structurée par rapport aux principes d'hygiène de vie. C'est-à-dire que quand on est régulé, eh bien, les choses se posent au bon moment, au bon endroit. Pas manger quand j'ai pas faim, manger quand j'ai faim sans me poser de questions. Parce que si on est capable de pas manger quand on n'a pas faim, alors on peut s'autoriser de manger quand on a faim. C'est ça surtout. Super intéressant et c'est aussi un bon message comme quoi il n'y a pas toujours d'une fatalité. Donc c'est intéressant. Ouais, ça permet de nous donner des pistes à nos auditeurs, auditrices, je pense. Et puis peut-être aussi, c'est quand même un point important dans l'hygiène de vie et c'est pas à négliger, c'est aussi de vivre en cohérence avec ses aspirations. C'est qu'aujourd'hui, je suis dans un cadre de vie qui correspond à ce dont moi j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir à la fois un peu de ville, et donc je l'ai quand je viens à Paris, puisque mon travail m'amène souvent à Paris, mais j'ai aussi besoin vraiment de nature, d'espace et de tranquillité. Et en fait, là où j'habite, alors on est très isolé, mais du coup, j'avais besoin d'avoir de la nature, de pouvoir avoir des animaux, des poules, des petits poneys retraités. Ils ont 28, 29 ans, donc vraiment des retraités de club hippique, des petits poneys Shetland, et de me retrouver dans un contexte qui corresponde à ce que je suis au fond de moi.
Si on est fait pour être au contact de la nature, faut aller au contact de la nature. Et il faut aussi respecter ceux qui sont de la ville. Il faut qu'ils vivent dans un contexte où ils peuvent aller au théâtre, au cinéma, voir des expos. Donc il faut vivre en cohérence avec ce qu'on est. Et c'est ça qui est important. Voilà. Quelle est la place de la santé dans ta vie ? Du coup, avec tout ce que j'ai dit, elle est quand même assez centrale parce que c'est elle qui m'a permis, c'est ce qui permet aujourd'hui de se sentir bien. Donc la santé, elle est primordiale. En fait, on ne s'aperçoit pas toujours quand on ne va pas bien. Mais une fois qu'on va bien, on se rend compte à quel point, on a mal nulle part, on est en forme, notre cerveau fonctionne bien, on n'est pas... on n'est pas tout le temps malade, à perdre finalement du temps, de la capacité, de la concentration. La santé, c'est le quotidien. C'est ce qui fait qu'on est pleinement capable de profiter de sa vie. Il faut avoir connu les deux pour se rendre compte à quel point prendre soin de sa santé nous redonne de la capacité de faire et d'être, en fait. Voilà. Donc pour moi, c'est primordial. C'est ce qui fait qu'on est capable de faire ce qu'on fait correctement tous les jours, en étant content de ce qu'on fait et en ayant du plaisir. Voilà. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner pour être performant tout en restant dans son écologie ? Très basique, très concret, mais des choses que tu t'appliques à toi-même. Pour moi, c'est de prendre un temps avec mes animaux. Le rapport aux animaux, c'est hyper important. Enfin, depuis que je suis toute petite, les animaux prennent une place énorme et c'est ce qui m'apaise le plus. Donc, si je veux être apaisée, moi, c'est juste de prendre un moment avec mes animaux, quels qu'ils soient, que ce soit les poulets, même les poules. On a l'impression que c'est mais juste de passer du temps avec mes animaux, ça me ressource très très vite. Donc ça, c'est déjà un point important pour moi. La respiration, les temps de respiration. Ça, c'est un temps important aussi qui permet de s'apaiser. Et on n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Mais de sentir à quel point tout de suite ça nous apaise, juste de prendre le temps de respirer calmement et de se recentrer sur soi. Je veux dire, la respiration, ce qu'elle m'amène, c'est un recentrage. Voilà. Donc ça, c'est important pour moi. Et après, c'est l'oxygénation, de juste respirer l'air, mais du coup, l'air que j'ai à la campagne, au milieu de la forêt, ça, c'est aussi quelque chose qui me ressource. Ouais, c'est le contact à la nature. Alors, il y a les animaux, il y a la nature, et il y a le recentrage sur soi par la respiration. Est-ce que tu aurais un conseil à donner plus spécifiquement à un dirigeant ? Que ce n'est pas forcément directement lié à l'hygiène de vie, ça peut être plus global, mais voilà, si tu avais un conseil, toi qui as l'habitude de les avoir en tant que client, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ? Alors, ce que j'observe le plus en tant que client, c'est justement le fait qu'ils ne se respectent pas. Ils sont conscients, c'est-à-dire quand on pose les choses ensemble, ils sont conscients de tout, mais ils ne se respectent pas. Et ce que je leur amène le plus gros travail avec les dirigeants d'entreprise, c'est qu'ils acceptent que, à un moment donné, il faut qu'ils prennent du temps pour eux s'ils veulent durer longtemps. Voilà. C'est ça peut-être le point le plus important. Parce que quand ils font ça, d'abord, ils se rendent compte qu'ils sont plus performants. Mais quand ils arrivent chez moi, c'est qu'ils sentent bien que s'ils continuent comme ça, ils vont pas continuer longtemps. Voilà. À bon entendeur, notez ça. C'est ça. Bon, ma question préférée. Quels sont tes 3 vices ? Ne nous parle pas de défauts, hein. On parle de vices. De vices ? De vices mignons, hein, je précise. Ouais. On ne peut pas connaître tous les cadavres dans l'armoire. C'est ça. Je suis capable d'être hyper concentrée, mais je vais oublier aussi, du coup, hyper vite ce qu'on me dit. C'est-à-dire, je suis tellement concentrée sur le truc que j'ai dans la tête que c'est que je suis hyper focus, mais du coup, on n'a pas toujours bien conscience de ce qui est autour. Ouais, ça c'est un problème. Hein. Il n'y a pas un aliment doudou que tu adores, non ? Il y a vraiment, t'es nickel. Un truc que j'adore, non mais il y a plein de trucs que j'adore, hein, et c'est bien ça, c'est de s'autoriser de temps en temps les trucs qu'on adore. Ouais. Alors vas-y, dis-nous, c'est quoi ? J'adore le chocolat. Comme oui, mais toi tu vas me dire le chocolat 100% noir, équitable, bio et tout. Non, mais ça c'est pas un vice, mais c'est d'accord. Si tu me disais un œuf de Pâques au chocolat au lait praliné, tu vois, ok, bah oui, non mais après, moi c'est mon vice quoi. Je veux dire, c'est pas un vice de manger du chocolat
noir 100% bio, équitable. Non, mais moi j'aime le message de dire qu'il faut quand même se faire plaisir de temps en temps. Ça, c'est très important. Oui, c'est ça. Peu importe en fait l'aliment, c'est de s'autoriser le truc qui nous fait plaisir, même si c'est pas parfait. Je peux pas te dire l'œuf praliné parce que maintenant je trouve ça trop sucré, donc je vais pas aimer, ça va pas être mon vice. Quelle chance. Mais oui, mais ça vient au fur et à mesure. Mais à un moment donné, le sucre ne nous attire plus, donc c'est pas forcément quelque chose de sucré qui va nous faire plaisir, mais de s'autoriser le truc qui nous fait plaisir, même si c'est pas parfait, parce que c'est pas grave. Ça nous fait plaisir et c'est tout. Le truc, c'est juste d'être conscient que c'est pas parfait, quoi. Mais c'est pas grave. En fait, le tout, c'est pas de pas se réfugier derrière le mais c'est pas grave. Non, c'est pas une question de c'est grave ou c'est pas grave. C'est juste de savoir qu'ok, c'est pas super, mais on peut se l'autoriser parce qu'on sait que c'est pas quelque chose de bon pour nous, mais que si on le prend une fois parce que ça nous fait plaisir, là, ça devient bon en fait. Ça reste dur d'être dans la mesure dans ces cas-là. C'est ça. C'est que c'est une fois et que le jour où on le prend, c'est parce que vraiment ça nous fait plaisir et qu'on le prend pas parce qu'on y est addict. En fait, si tu prends quelque chose parce que tu y es addict, ok, tu vas dire oui, mais ça me fait plaisir. Oui, mais t'en manges tous les jours, donc ça va pas. Si tu prends une tablette de chocolat tous les jours, t'es addict. Non, mais c'est pas moi, c'est mes intestins là, c'est mon microbiote. C'est mes candidats albicans, ils sont là, oui, et puis ils me demandent du sucre. Mais oui, mais donc tu le fais pas pour te faire plaisir à toi. Bah non, c'est la cata. Voilà. Mais voilà, c'est ça. C'est juste, oui, bien sûr. Parfois on se dit non mais toi, tu dois tout faire parfaitement. Non mais c'est pas parce qu'on sait ce qu'il faut faire pour être parfait qu'on est obligé de s'appliquer à soi tous les jours, tout le temps, d'être parfait. Bah non, bien sûr, heureusement que non. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager ? Que ça soit quelque chose peut-être en lien avec notre discussion d'aujourd'hui ou peut-être quelque chose que tu as remarqué, qui t'a fait sourire ou au contraire qui t'a énervé, peiné, je ne sais pas. Ou un cas client en particulier qui illustre bien notre propos ou... Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais oui. Alors bon, désolée pour mes enfants, mais je vais parler d'eux juste 2 minutes. Et ça, on les salue. Et je m'excuse déjà auprès de mon papa parce que ça va l'impliquer aussi. Mais peut-être que il y a quelque chose qui a vraiment été une fierté où là, je me suis dit que j'ai quand même réussi mon job de maman, en tout cas sur ce point-là. Je ne sais pas sur tous, mais sur celui-là. Mes enfants partaient en vacances, du coup, avec leurs grands-parents et qui m'appelaient au téléphone en disant « on en a marre de manger les menus enfants au restaurant, on veut des crudités ». Et que, oui, parce que les menus enfants, il n'y a pas de crudité dans les restos. Et je comprends qu'on donne des menus enfants quand on va au resto et on y va avec plusieurs petits-enfants. Et ils rentraient à la maison. Alors déjà, ils pleuraient un peu au téléphone à cause de ça. Et quand ils rentraient à la maison et que je leur demandais ce que je pouvais leur faire à manger pour leur faire plaisir, ils me disaient tous les deux en chœur « Des crudités, maman, fais-nous des crudités !» Et là, on se dit qu'on a réussi quelque chose, quoi. Voilà, donc c'est chouette. Ça, c'est peut-être une anecdote sympa. C'est pas mes clients, mais c'est mes enfants. C'était mes premiers clients, mes enfants. Hein. Ben oui, bien sûr, voilà. bien sûr. En tout cas, mes premiers cobayes. Allez, on va faire ça comme ça. C'est top. Est-ce que tu peux nous parler de l'avenir et les enjeux de la santé en France et dans le monde ? Pour moi, les enjeux de la santé sont vraiment primordiaux si on veut garder une population qui est performante, inventive, créative, parce que l'avenir, c'est ça, c'est d'être capable de répondre aux enjeux de demain, qu'ils soient écologiques, sociétals, peu importe en fait. Si on veut pouvoir avancer, il faut pouvoir créer. Et pour pouvoir créer et avoir un cerveau libéré, il faut être en pleine santé physique et psychique et mentale, être en capacité de faire des liens, d'avoir un cerveau performant. Et là, alors, c'est à la fois un enjeu, c'est aussi une préoccupation que j'ai, c'est aujourd'hui comment on amène nos jeunes, les enfants depuis tout jeunes, à se structurer en leur permettant d'inventer, d'ouvrir leur cerveau. La performance, c'est vraiment pas un gros mot. On a souvent l'impression que la performance chez les enfants, ça veut dire qu'on veut absolument qu'ils sachent lire avant l'heure, Non, la performance, c'est être en pleine capacité mentale de ses moyens. On va dire la performance mentale, c'est d'être en pleine capacité. Et après, d'offrir un contexte qui permet d'exploiter cette capacité.
c'est-à-dire de créer, d'inventer, de réfléchir, de faire des déductions, de tester, de réfléchir à pourquoi ça a fonctionné ou pourquoi ça a échoué et de chercher des solutions. Et si on veut des créateurs de demain, il faut mettre ces capacités-là, cette plasticité neuronale en place dès le plus jeune âge et pas enfermer nos enfants dans des chemins tout tracés où ils doivent faire les choses d'une certaine façon parce qu'on a dit qu'il fallait faire comme ça en fait. C'est de leur laisser cette capacité d'inventer et de créer en tant qu'enfant pour faire d'eux des futurs créateurs de demain. Et ça impacte tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire le microbiote, l'alimentation, la glycémie, le stress, la respiration, c'est tout ça en fait, ça implique tout ça. Mais moi je vote pour toi en tout cas. Ouais. On est d'accord. Quels sont selon toi les 3 mots de la décennie, pas forcément en lien avec la santé, mais je sais pas, ce qui te semble être les choses les plus compliquées aujourd'hui et contre lesquelles il faut lutter et comment on pourrait lutter contre ça? L'uniformisation. Ça, c'est quelque chose qui peut m'inquiéter. L'uniformisation qui fait qu'on nous amène à avoir une certaine homogénéité de pensée. Et pour moi, c'est vraiment ce qui va m'inquiéter, ce qui me fait peur, certes, mais j'ai aussi foi en la capacité de chacun de se réapproprier son individualité. En tout cas, en naturopathie, c'est ce qu'on cherche à faire. C'est remettre l'individu au centre de sa santé et de rendre les gens responsables. Mais ça touche pas que la santé, c'est de mettre les gens dans leur responsabilité et dans leur individualité. Et l'individualité, ça veut pas dire n'être centré que sur soi, mais déjà de commencer par être centré sur soi pour savoir qui on est, ce que l'on veut pour soi et ce que l'on veut pour notre société et les autres. C'est vraiment de responsabiliser chacun. Et quand en naturopathie, on responsabilise les gens sur leur santé, on va parler aussi de leur environnement, de leur aspiration profonde. Et quand ils vont chercher leur aspiration profonde, qui s'écoutent et qui se respectent, eh bien, il y a tout de suite aussi une meilleure compréhension et un meilleur respect des autres individus. Et donc, on accepte la diversité et c'est ce qui fait la richesse. Et donc, c'est vraiment de lutter contre l'uniformisation et d'être dans le respect de ce qu'est chacun et d'amener une diversité de pensée parce que c'est ça qui fait qu'on va pouvoir créer. Donc, on en revient à la création, la capacité d'innover et pour ça, il faut lutter contre l'homogénéisation. Voilà. Si tu étais ministre de la Santé, quelle serait la première mesure que tu prendrais ? La première mesure que je prendrais, eh bien, c'est peut-être de réformer la façon dont on présente la santé aux enfants. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est la première chose que je ferais. Et j'entends beaucoup de naturopathes qui créent des ateliers, qui montent des projets, qui sont novateurs, qui sont simples, d'ateliers à mettre en place justement dans les écoles maternelles et primaires. Et pour moi, l'enjeu de la santé de demain, il se joue chez les tout petit, parce que il faut s'éduquer à la santé petit si on veut pouvoir être en bonne santé en tant qu'adulte. Donc pour moi, c'est vraiment la première chose que je ferais. Ouais. Définitivement, on vote pour toi, je pense que c'est sûr. Ouais. Et je trouve que c'est une belle clôture pour tout notre échange. Un grand merci. C'était passionnant. Merci pour ta générosité dans tous tes propos et merci de continuer à faire fleurir Isupnat aussi, parce que c'est presque d'utilité publique, quoi. Donc, merci. Ben oui, puis merci à vous d'être là et de montrer à quel point, en fait, il y a une diversité. On peut, avec toutes ces connaissances de naturopathie, faire valoir la santé de plein de multiples façons. Et vous en êtes le bel exemple. Je vous remercie pour ça. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, Marie-Caroline. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues
ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, Unlock your powers.